Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Manon Louard, motion designer et illustratrice. On parle entre autres de ses Adobe Live, de son style et de la vie à côté du motion. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Hello Manon, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Ça va, merci. Il me semble que tu es notre dernière invitée de la saison, avant Ah, la pause estivale. stylé. Est-ce que tu as prévu des trucs, toi, d'ailleurs, cet été, des petites vacances ou quelque chose? Petite. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mes contrats qui viennent l'été, en fait, au final. Je Ok, pense que c'est les freelances qui prennent le relais des personnes en agence, un peu. ouais, clairement. Donc, du coup, je me suis pris une petite semaine début juillet. Là, on va juste aller en Bretagne. Et puis, nous, généralement, on prend nos vacances début septembre, hors période scolaire. C'est plus C'est simple le comme ça. top. C'est clair, c'est Ouais. clair. Ouais, parce qu'il fait encore beau et tout. Et puis, il n'y a plus personne. Mais ouais, clairement. L'été indien qui se prolonge, c'est Ah, c'est la ça. période parfaite, en vrai. Best life. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours en quelques points clés? Chaque fois, j'oublie des trucs, mais je vais faire de mon mieux. Donc, moi, c'est Manon Loire. J'ai 29 ans maintenant. Je suis illustratrice et motion designer. Et j'ai fait des études de design graphique à la base. D'abord, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué à l'école Estienne. Après, j'ai fait un BTS design graphique numérique. Et après, j'ai fait un genre de troisième année de licence à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Voilà. Et après, je suis partie tout de suite en freelance, d'abord en motion, et puis finalement, au fil du temps, ça s'est un peu transféré vers l'illustration. Voilà, je crois que Ok. c'est à peu près tout. Ouais, c'est bien résumé. Euh, de ce que j'ai compris, en tout cas, de tes précédentes interventions que tu as pu faire au Motion Meet notamment, ou bien avec les Adobe Live, toi, est-ce que tu as commencé presque l'illustration suite à l'invitation de Skillshare à faire un cours pour eux, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, le truc pour l'illustration, pour moi, c'est que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup au début, mais je pense que de toute façon, c'est un peu le cas pour tout le monde quand on part en design graphique. En fait, on commence par dessiner des choses au lycée, au collège, etc. Et moi, quand je suis arrivée à l'école Estienne, c'est vrai qu'on m'a un petit peu découragée de l'illustration. En fait, ils ont des sections illustration à Estienne et on sent que les profs attendent un certain style, une certaine démarche. Par exemple, ils étaient très, très anti-manga. Moi, c'était pas du tout quelque chose que je faisais, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui ont été très, très déçus par ce truc-là parce que ça passait vraiment pas, en fait, avec les profs. Donc, j'ai un peu mis ça de côté parce que j'avais commencé à tâter un peu le motion. Je trouvais ça chouette. Donc, je suis plus partie dans le numérique. Ok, Et en fait, après, donc à la fin de mes études, j'ai eu une bourse, j'ai eu un stage. De là, je suis partie en freelance en motion. Et voilà, l'élu, je l'avais vraiment mis de côté. J'en faisais de temps en temps pour genre faire des petites cartes de vœux pour ma famille, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment des projets 100% personnels. ok, Euh, et en fait, il y a Skillshare qui m'a contacté un beau jour en me proposant de faire un cours de motion. Et là, le syndrome de l'imposteur frappe le avec fameux. toute sa force, ouais, le fameux. Et j'ignore complètement le mail. Et en fait, ils reviennent genre 6 mois, un an plus tard, je sais plus trop. Et du coup, je me dis, bon, ok, on va tenter. Et comme je suis quelqu'un de très stressé dans la vie, il m'avait dit, c'est vraiment le sujet que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et je me disais, il y a un truc qui me stresse pas trop au niveau du travail dans la vie en ce moment, c'est l'élu. Donc j'ai proposé un cours d'illustration animée. Et ça, c'est ce que j'avais expliqué à Paul dans son podcast aussi, c'est que en fait, j'ai fait tout ce cours. Et après, je me suis dit, ah, mais t'es pas du tout marketing, toi, t'avais pas prévu la phase promo, en fait. Ah yes. Et du coup, en fait, j'avais ce compte Instagram, j'avais quelques abonnés, ça marchait pas trop mal, mais en fait, j'avais rien qui montrait que j'étais capable de faire de l'illustration animée à part ce cours. Donc, il fallait que je crée plein de contenu d'un coup. Donc, j'ai commencé à faire plein d'illustrations animées, à poster genre un mois avant que le cours sorte, en mode genre, ah, regardez, en fait, je sais en faire, je suis très Ok. crédible, je suis hyper crédible. Et en fait, le cours a bien marché.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, il y a un truc qui vient de se créer, il y a un mouvement, genre, je vais pas le laisser retomber. Et du coup, j'ai continué à poster des choses comme ça. Et après, on m'a proposé des premiers contrats d'illustration. Et du coup, c'est venu comme ça. Mais c'est vrai que c'était pas du tout une stratégie de ma part ou un projet. Je sais qu'il y a des gens qui font des projets de carrière sur 5 ans. C'est Ouais. pas du tout mon cas. C'était tout à fait par hasard. Donc voilà. Assez ouf, ça, c'est assez ouf. Mm. Mais du coup, tes premiers projets avant cela, ça ressemblait à quoi globalement? C'était quoi comme type de projet? Projet d'illu ou projet en général? Ouais, en général. Mes premiers projets avant ça, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de free, surtout pour une boîte à Montréal qui s'appelle le Studio Bayard et qui faisait à ce moment-là, surtout, je dirais, du graphisme, de l'identité, de la com, assez peu animé, mais ils étaient en train de se développer là-dessus. Et en fait, avec la boîte avec laquelle j'avais fait mon stage à la sortie des études, qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge, ils avaient fait une collaboration avec ce studio Bayard pour le Festival de jazz de Montréal. Et c'était pour un concert interactif. Donc, il y avait du vidéo mapping, il y avait du VJing, et en fait, il y avait des capteurs dans la salle qui captaient le son que faisait le public, les vibrations du sol, et ça Ok. réagissait à ça. Et en fait, moi, ils m'ont mis sur ce projet, puis ils m'ont un peu envoyé chez Bayard pour faire des assets vidéo. Et Bayard m'ont repéré, puis ils m'ont dit ça te dirait pas de revenir faire un peu de free chez nous après et tout. Donc, moi, j'ai dit oui, bien sûr. Et en fait, ça a été, je pense, 80% de mes revenus, de mes contrats pendant les 3 années qu'on suivit. En fait, c'était avec eux. Ok. Donc, c'était pas mal de motion. C'était assez varié. On a fait des choses, par exemple, pour le Cirque du Soleil. Donc, c'était des assets vidéo, pareil, pour des projections en arrière-plan, Trop bien. pour des shows de mode. Après, il y avait aussi juste des vidéos promotionnelles. Ce qui était vraiment chouette avec eux, c'est qu'ils faisaient beaucoup de projets culturels, en fait, ou artistiques, des concerts, des festivals. Mhm. Donc, c'était vraiment fun. C'était pas alimentaire, on va dire, comme job. Ok, trop bien. Donc voilà. C'était beaucoup de motion avec une DA qui était déjà faite, en fait. C'était... Moi, Ok. j'arrivais vraiment en tant qu'exécutante fait bouger, quoi. Et moi, je trouvais ça très chouette à l'époque. Donc voilà. Ça ressemblait plutôt à ça, mon travail avant de Ok, commencer à faire de cool, l'INU. cool, cool. C'est vrai que bah, du coup, j'ai eu l'occasion de voir un spectacle là, du Cirque du Soleil. Et c'est ouf ce qu'ils peuvent faire, bah, ouais, que ce C'est soit au génial. niveau projection et même bah, après les athlètes et tout, c'est des ouf aussi. Mais c'est Ah, mais un très beau spectacle. c'est une machine. Mais en fait, ils ont une boîte interne spécialisée dans tout leur contenu visuel. Donc, ils ont vraiment leur Ah, ok, propre studio de production. C'est vraiment un gros truc. Et après, ils font venir des intervenants extérieurs pour les aider, etc. Mais voilà, c'est vraiment un truc, ça tourne à l'année, quoi. C'est pas... ok. Ouais, ouais, tu Ouais, ouais. m'étonnes. C'est Abusé. vraiment un gros truc, mais c'est super chouette. Grave, grave. Et du coup, Ouais. est-ce que pendant ce temps-là, tu dessinais un peu, comme tu disais, un peu à côté pour toi, pour des projets un peu plus perso, pour la famille, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'était vraiment moi pour faire mon petit truc relax à la maison. Et puis, je postais pas nécessairement tout sur les réseaux sociaux non plus à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y avait aussi moins cette pression de la réussite. Je pense que des fois, la créa, elle est beaucoup plus libre quand tu sais que personne regarde, entre guillemets. Mhm, ouais. Donc, je faisais mes petits trucs pour moi, tranquillement. Mais c'était vraiment... c'était pas des gros projets, quoi. C'était juste une petite illu ici et là. J'avais commencé à en intégrer un petit peu quand j'avais fait quelques... les Monday Challenge, je sais pas si tu Oui, vois. Ouais, tout à c'est fait. ça. Ouais. J'en avais fait quelques-uns quand j'étais encore à Montréal. Et ouais, j'avais recommencé à illustrer 2-3 petits trucs comme ça pour ces trucs-là. D'accord. Donc, c'était chouette. Ouais. Ok, ok. Et du coup, ouais, cette pression, maintenant que tu as, je crois, tu as un peu plus de 100 000 followers, notamment sur Mhm. Insta, tu la ressens Ouais. un peu plus, cette pression? Je pense que la courbe s'est stabilisée. En fait, il y a une étude qui a été faite là. Je suis très nulle pour citer les choses correctement, mais tu sais, sur le fait que un cerveau humain peut pas connaître plus de genre 200 êtres humains dans sa vie Ok. correctement, tu sais, nom, prénom, information sur la famille, information sociale, etc. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, à partir du moment où tu dépasses genre les 10 000 abonnés, ton cerveau est juste plus capable de comprendre en fait l'ampleur du truc. Genre, c'est tellement abstrait pour moi.
Et du coup, au début, ouais, j'avais énormément de pression à poster le contenu. Et maintenant que ça fait quelques années, ça commence à se calmer parce que c'est devenu un peu abstrait. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont là depuis le début, qui suivent mon travail et qui le soutiennent vraiment à fond. Et c'est super chouette. Et ces personnages, j'interagis avec, etc. Et d'une certaine manière, c'est étrange à dire, mais c'est presque redevenu un peu plus familial maintenant, parce que les personnes qui commandent, c'est celles qui sont là depuis longtemps. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais carrément. ouais, c'est chouette. Ok, donc pas de pression particulière, tu continues à faire les trucs comme tu l'entends de toute manière. Ouais, ça va. Bah, après, je suis consciente des restrictions, comment dire. Là, par exemple, récemment, j'ai juste posté un petit reel sur mon dernier projet de crochet et je m'attends pas du tout à ce qu'il y ait autant de likes que sur le travail habituel que je poste. Et je pense qu'au début, ça peut être quelque chose où tu es stressé parce que tu as tes premiers 200 likes. Après, tu te dis, ah, il faut que je me fasse plus la prochaine fois. Puis après, tu en as 500. Puis 500, ça devient la norme. Donc, tu continues. Et je pense que c'est facile de se laisser emporter un peu dans ce circuit de dopamine. C'est un peu du Candy Crush, tu sais, genre les petits chiffres qui défilent sur ton écran. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une phase un peu comme ça, obsédée, malsaine. Et maintenant, ça va. J'arrive vraiment à déconnecter et à recommencer un peu à poster juste ce que j'ai envie parce que ça me stresse moins, en fait. Ouais, cool. Moi, j'avais une question parce qu'en ce moment, j'essaye de me mettre au stream, justement. Et il y a un peu ces dernières semaines, j'essaye de montrer un peu plus ma tête, tu vois, que les gens, ils associent plus mon visage et tout. Est-ce que tu penses que c'est important de le faire ou est-ce que ça amène une autre dimension à la relation que tu as avec la communauté? Je trouve que c'est très délicat comme question. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment une facilité à faire ça, à montrer leur tête, à être une personne sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai encore un peu de la difficulté à faire ça parce que, on en avait déjà un peu parlé avant d'enregistrer aujourd'hui. Le truc de monétiser un peu toutes tes activités. Dès que tu es sur les réseaux sociaux, tu dis « Ah, ça, je pourrais le poster, ça, je pourrais le poster. » Et en fait, moi, ça me fait un peu peur, ça. Et c'est pour ça que, par exemple, je mets jamais grand-chose de ma vie privée à part les photos de mes chiens ou des trucs comme ça. Genre, quand je vois des potes, je les mets pas en story parce que c'est ma vie. Et cette page, il y a encore une fois tellement de monde qui le suit. J'ai pas envie que ça devienne quelque chose de monétisable, en fait. Ta personne privée, si tu commences à en faire un produit, en fait, pour les réseaux sociaux, ça peut très vite déraper, je pense, parce que tu vas... en anglais, ils disent curate something, genre tu vas tout placer correctement quand tu vas prendre ta photo, tu vas prendre que les meilleurs moments de ta vie, et tu peux très vite déraper comme ça à montrer que les très beaux moments, les moments les plus choisis. Et en plus, après, ça crée un peu des problèmes de santé mentale pour les gens qui suivent, tu sais, de voir que des comptes avec des gens qui vivent toujours les meilleurs moments de leur vie. Donc, en tout cas, je pense que c'est chouette de montrer sa tête si tu es à l'aise, parce que les gens peuvent mettre une personne sur le contenu. Mais je pense qu'il y a des limites qui sont personnelles de toute façon, mais qui sont importantes à fixer, en fait, sur ce que tu choisis de partager, en tout cas. Parce que, ouais. Je pense qu'il y a des dangers à ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, carrément. Ouais. Mais ce qui m'a étonné, c'est que tu t'es décrit sur un de tes posts comme introverti. Et du coup, ben, effectivement, ça paraît pas comme ça du point de vue extérieur. Et mais c'est parce que je donne tout. Je donne tout au moment choisi où je parle à des gens et après, je dors pendant une semaine pour m'en remettre. Non, mais franchement, après Motion, j'ai fait 3 jours d'étoiles sur le canapé, hein, franchement. Yes. C'est pas facile. Ouais, c'est pas évident, tu m'étonnes, punaise. Ok, bah c'est intéressant de voir un peu ce qu'il y a à l'envers du décor. Ouais, quoi, c'est ça. Concernant ta pratique du dessin, toi, comment tu travailles tes illustrations? Tu as un carnet sur toi tout le temps? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que tu te mets Alors non, pas du tout.
comment dire? En fait, vu que le dessin est venu après le motion pour moi, comment je pourrais expliquer ça? Et vu que moi j'avais un peu ce truc qu'on m'a dit pendant les études que j'étais pas faite pour l'illustration et que ça donnerait rien si je me lançais là-dedans, euh, je pense que mon syndrome de l'imposteur, ça y est, je l'ai exécuté pour le motion, c'est bon, ça va à peu près. Pour l'illustration, c'est un peu encore une souffrance en vrai, hein. Genre, quand je fais mes projets, la partie illustration, c'est vraiment la partie calvaire. Et une fois que c'est bon, tout est prêt et que je peux ouvrir After Effects, c'est on peut y aller. Et du coup, ouais, je pense que je passe au final beaucoup plus de temps à me prendre la tête sur les illus, à pas être sûr si je fais un fond comme ça ou un fond comme ça, les couleurs, le traitement. Et en fait, je pense qu'une fois que j'ai traversé cette épreuve pour chaque projet, j'ai plus envie d'en faire pour moi à côté. Ok, J'ai ouais. plus envie d'aller tester des trucs sur After pour les lives que je fais avec Adobe, quoi. J'ai plus envie d'aller faire n'importe quoi avec des vieux effets obscurs plutôt que de faire de l'illu, en fait. Je pense qu'un jour, ça ira mieux, mais en tout cas, pour l'instant, dans ma vie, ouais, c'est pas un truc très régulier, malheureusement. Ok. Et tu penses que ce truc que les profs disaient en mode ouais, c'est genre il n'y a pas d'avenir entre gros guillemets ou ça sert à rien de faire du manga ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est ce discours-là de profs qui ont un peu une sorte d'autorité et où tu t'en remets pleinement à leur savoir-faire du domaine? Du coup, ça a une grosse incidence après sur la pratique. Je pense que oui. Et après, je pense que petit à petit, on arrive tous et toutes à s'en défaire. Moi, de toute façon, je trouve ça rigolo de regarder le parcours des gens qui étaient en études avec moi. La moitié des gens qui étaient en BTS numérique avec moi, ils sont finis tatoueurs ou couturiers. Donc, je pense qu'en fait, pendant les études, les profs ont tendance à vouloir nous faire rentrer dans des entonnoirs. Et une fois qu'on en sort, au final, les gens vont quand même aller faire ce qui leur plaît. C'est juste qu'il y a un petit moment de déconstruction à passer, qui est plus ou moins long selon les personnes. Mais ouais, je pense qu'il y a... Et c'est quelque chose, je tiens à dire, qui est quand même, j'ai trouvé, assez spécifique aux études en France. Ah ouais, ok. Que je n'ai pas du tout ressenti à l'UQAM, où les profs étaient très dans le truc... Déjà, on est égaux, on se tutoie. C'est des professionnels qui sont toujours dans le milieu, c'est juste qu'ils donnent des cours à côté. Donc, ils sont à la page, entre guillemets, de ce qui se fait actuellement. Et la démarche, elle est vraiment plus dans l'idée, vous avez envie de développer un projet, et moi, je suis là pour vous épauler dans le processus. Moi, je suis là pour vous pousser dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Alors qu'en France, je pense qu'on a ce rapport à l'éducation qui est peut-être un petit peu plus... pas autoritaire, mais hiérarchique, en tout cas. Il y a un sachant et il y a un apprenant. Et du coup, on est là pour ingérer des choses plutôt que se développer peut-être dans la direction où on veut aller. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à l'UQAM, c'est des classes qui étaient très variées en termes d'âge. Il y avait des personnes qui avaient 20 ans, il y avait des personnes qui avaient 35 ans, qui avaient déjà des enfants, qui avaient juste décidé de revenir terminer leur bac à l'UQAM. Donc, ouais, je pense que c'est pas la même ambiance d'apprentissage en tout cas. Ok. Ouais. Ok. Et cette phase de déconstruction, du coup, pour toi et pour l'illustration, tu penses qu'elle est encore en cours? Complètement encore en cours, ouais. Mais parce que c'est quelque chose que j'ai repris assez récemment. Au final, j'ai recommencé à faire ça en 2020, début 2020, je pense. Donc c'est quand même encore assez récent au final, parce que je pratiquais plus du tout. Comme je disais, je faisais des petits projets un peu avant que ça recommence à se lancer, mais vraiment pendant des années, j'en avais plus fait du tout. Donc, ouais. C'est encore en cours. C'est un work in progress, comme on dit. Et si on parle un peu plus des sujets de tes dessins, c'est beaucoup de mains, de nature, de fleurs, de fruits. Ça a une ambiance très cosmique avec cette palette que tu as. Comment tu t'es dirigé c'est venu naturellement un peu ce style qu'on te donne? Les sujets des illus, je pense qu'au début, c'est venu par... je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis une personne très stressée.
Et du coup, moi, quand j'ai commencé à faire de l'illustration animée, c'était vraiment en mode j'ai envie d'avoir un truc contemplatif. Un truc qui me calme à faire, un truc qui soit pas stressant, un truc où on peut juste se poser, le regarder aussi longtemps qu'on veut et puis repartir. Et les sujets de nature et de nature morte, en fait, au final, je pense qu'il y a beaucoup des choses que j'ai fait au début qui étaient vraiment dans cet univers de nature morte, de juste prendre des objets. C'est une scène qui est figée, mais il y a du mouvement quand même. Il y a un truc qui se passe visuellement, mais voilà, il n'y a pas de progression narrative, etc. Donc, ouais, pour moi, les plantes, les choses comme ça, c'était assez logique. Les mains, les mains, c'est parce qu'un jour, j'ai compris comment dessiner mes mains. Alors, du coup, j'ai commencé à faire plein de mains. Je pense qu'en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu l'aspect détail, zoomé. Je fais assez peu d'illustrations avec plan large, avec fond complexe, etc. J'aime bien me concentrer sur les petites choses. Donc, les mains, c'est une manière finalement d'amener de l'humain un peu dans ces natures mortes sans que ça soit trop cadré large, en fait. Je sais pas si ça fait Oui, du oui, non, sens. clairement, Ouais, clairement. c'est ça. Ok. Et ouais, du coup, dans des épisodes de Adobe Live, tu as repris un peu tout ton process depuis la préparation sur Photoshop jusqu'à Ouais. l'animation. Comment ça se passe un peu les Adobe Live? Comment ils t'ont approché? Comment ça s'est fait, tout ça? La première fois, Franck m'a envoyé un mail en me proposant de venir faire un live en tant qu'invité. Et j'ai dit oui. Et après, il a disparu pendant 6 mois parce qu'en fait, il venait d'avoir un bébé. Et du coup, sa vie a été un peu chamboulée, je pense. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il a oublié. Je suis passée à autre chose dans ma vie. Puis 6 mois plus tard, il m'a renvoyé un mail. Il m'a dit, hey, je t'ai pas oublié. C'est juste qu'il s'est passé plein de trucs entre-temps. Du coup, on a fait ce premier live. C'était chouette. J'étais assez stressée parce que c'était mon premier. Mais du coup, voilà, j'avais montré un petit peu un processus d'illustration, comment je me lançais dans l'animation, donc Photoshop, After Effects. Je crois que la deuxième fois, il m'avait réinvité pour que je fasse 3 sessions à la suite, donc vraiment projet A à Z. Donc on avait fait plein de petits trucs chouettes, on avait fait une lampe à lave, un petit ventilateur et tout, c'était marrant. Et puis plus tard, en fait, on m'a juste reproposé de revenir, mais en tant que hôte de live. Donc c'était moi qui accueillais les invités, donc ça c'était chouette. Et puis là en ce moment, je fais plus des lives solo. Faut savoir qu'on peut vraiment choisir le sujet qu'on aborde. Ok. Et je vais donner 100% de crédit à l'idée. C'est Lucie Bourboulon qui m'a suggéré ça. C'est une autre hôte de Adobe. Mais elle m'a dit « Ah, mais tu devrais trop faire genre des effets obscurs de After Effects. » J'étais « Ah, mais oui, très bonne idée. » Parce que j'avais pas d'idée, donc c'est 100% grâce à elle. Je tiens à le dire. Et du coup, en fait, j'ai commencé à juste chercher des effets que j'avais jamais utilisés parce que c'est vrai que je me reposais un petit peu sur mes acquis en motion à ce moment-là. J'avais développé des formules pour un peu tout, pour les plantes, les étoiles, les cheveux et tout, donc je tournais un peu autour des mêmes choses. Donc j'ai fait un premier live comme ça, et après ça a commencé à devenir un peu plus participatif. Donc je demande sur Instagram en story à peu près une semaine avant des suggestions d'effets. Et puis après j'essaie d'en faire quelque chose avec genre 4-5 effets un peu bizarres différents. J'essaie d'en faire un truc cohérent. Et puis, j'explique un peu en live à chaque fois les effets de base. Et après, je montre ce que j'en fais dans mon illu. Et puis, généralement, on me donne aussi des suggestions pour l'épisode suivant. Et là, c'est terrible parce que je me rends compte que je m'enfonce de plus en plus. Après 5 épisodes, là, c'est de pire en pire les effets. Petit spoiler pour le prochain. Mais là, j'essaie de faire un truc avec CC Hair. Genre le truc qui fait des poils, là. Oh mon Dieu. Ah, franchement, je pense que c'est vraiment le plus moche de tous. Là. J'avais craché sur CC Lightning, là, les éclairs élaborés la dernière fois. Mais non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Le pire, c'est CC Hair. Oh, punaise. Il est terrible. Et t'es encore en préparation, du coup, sur celui-là ou Ouais, je suis en train de tester des trucs encore. CC Hair, et puis qu'est-ce que j'ai mis c'est Shatter, c'est le truc là, explosion, où ça fait une simulation d'explosion de mur avec des polygones. Ok. Genre. Ouais, ça aussi, c'est très... Ah ouais, non, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ça, c'est pour l'épisode de la fin du mois. Donc, on va voir ce que je vais en faire.
Ok, cool. Ouais, d'ailleurs, pour 1 heure de live sur les effets oubliés, tu passes à peu près combien de temps sur les recherches, les tests C'est en dur à amont? dire. Je pense que je passe beaucoup trop de temps, on va être honnête. Beaucoup trop de temps pour mon propre bien. Mais ça, pour le coup, c'est un truc que je trouve fun, en fait. Tu vois, je parlais de l'illustration qui était une souffrance, mais faire n'importe quoi avec des effets bizarres sur After, ça, je trouve ça fun. Donc ça va. Ok. Je pense qu'au final, ce qui me plombe le plus, ouais, c'est vraiment la partie où je fais l'illustration, sur laquelle je vais appliquer les petits effets. Parce que ça, à chaque fois, c'est un peu une galère et tout. Il faut que le style match. Ouais, faut que ça Je ait sais du sens un pas. peu entre les deux, Ouais, quoi. c'est ça. Je sais pas, je dirais en tout 2-3 jours. Hein. Il faudrait que je passe moins de temps, hein, je le sais. Mais en même temps, après j'en fais des petits reels pour Instagram et tout. Les gens, ils aiment bien. Donc je me dis, bon, ça fait du Oui, contenu aussi. Donc exactement. voilà, c'est ça. C'est un investissement finalement. Et ouais, c'est vrai qu'on en parlait aussi quand on préparait l'entretien, là. Toi, t'as regardé du coup les vidéos de Jake in Motion, où il a fait sa Euh, bibliothèque, où il reprend tous les ouais, effets de After, là? c'est un travail titanesque et je comprends pas comment il a pas fait pour craquer à un moment en faisant ça, parce qu'en plus il les sortait à une vitesse industrielle. Mais ouais, elles sont géniales ces vidéos, c'est vraiment une super ressource, ne serait-ce que pour parce qu'il a vraiment pris le temps d'expliquer chacun des paramètres des effets qu'il montre. Et Hmm. enfin, il y en a, notamment Shatter, là, le truc d'explosion de mur. Il y a tellement de choses. Il y a des histoires de caméra, d'angle, de gravité, etc. Enfin, c'est vraiment c'est un Aïe, aïe, monstre, hein, aïe. cet effet. Et ouais, il prend vraiment énormément de temps à montrer. Voilà, donc c'est vraiment, je me base dessus souvent pour aller comprendre les effets. Puis après, ouais, c'est aussi une histoire de trouver un truc joli à faire avec, parce que bah, il les montre un peu de manière technico-technique. Mais en fait, c'est ça que je trouve fun avec les tutos After de YouTube, c'est que souvent, c'est des énormes nerds de After Effects. Mais ils font des trucs qui sont pas hyper beaux, quoi. On va pas se mentir. C'est pas super. Généralement, c'est pas très dans le temps, c'est un peu daté. Ouais, ouais. Mais par contre, c'est des machines sur le plan technique, quoi. C'est impressionnant. Donc, merci, Jake. Merci, Jake. Merci pour tout. Ouais, parce que c'est un défi en plus ben là, pour les éclairs, par exemple, de trouver un truc qui fasse ouais, joli, comme tu dis, et pas tout de suite le Ouais. gros Shazam ou Flash où tu as l'éclair partout qui prend tout l'écran. Donc, ouais, c'est un défi Mais supplémentaire, quoi. complètement. Mais moi, ce que j'avais donné comme référence, moi, dans ma tête, ça me fait vraiment penser. Je sais pas si t'étais trop sur YouTube dans les années genre 2008 à 2011, mais moi, j'ai eu ma grosse période YouTube avec des YouTubeurs qui faisaient des parodies ou des trucs comme ça, genre de Star Wars, et qui refaisaient les Yes, éclairs et tout. Et voilà, pour moi, les éclairs élaborés de After Effects, c'est ça, c'est codé vidéo YouTube 2009. clairement. Clairement, clairement. Donc ouais, c'est dur d'en sortir, effectivement. Après, il y a eu le plugin Saber là, de Video Copilot, où pareil, c'était tellement sabre laser. T'en voyais Hmm. partout après dans chaque truc. Ouais, C'était marrant, quoi. ouais. Oui. Ouais, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que j'ai l'impression que sortir de ta zone de confort, c'est presque un moteur pour toi, pour la création, globalement, Alors pour After. pour After. Pour After, Lilu, c'est encore une fois, souffrance. Souffrance, ouais. Illustration, souffrance. After, fun. Du coup, Lilu, une fois que j'ai trouvé un truc qui marche, c'est vrai que je vais m'y installer confortablement pendant un petit moment. Euh, After, ouais, c'est vrai que... Mais en fait, c'est marrant parce que j'aime me challenger sur des trucs sur After, mais vraiment dans des domaines spécifiques. Genre, le rigging, par exemple, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Et du coup, ça, c'est vrai que j'avais essayé d'en faire un petit peu comme ça, puis en fait, bah non. Mais par contre, les vieux effets chelous de After, c'est ma passion. Faire des trucs avec des expressions aussi, ma passion. Je sais pas pourquoi. Et cette idée de me dire, je vais laisser des expressions avec du random seed, tu sais, genre animer des trucs pour moi. Mhm. Ça me plaît beaucoup, cette idée de me dire, je vais automatiser mon truc, comme ça va être bien. Je vais Ah, voir ce qui yes. en ressort. Donc ouais, c'est ça. Expérimentation, oui, dans certains domaines.
Ok, ok. Mais là, je me rends compte au fur et à mesure qu'on discute, c'est que donc toi, effectivement, tu as beaucoup plus d'affinité avec After, Mm. mais quand je pense Manon Louard, je pense à cette patte graphique d'illustration, tu vois. Ouais. Est-ce que comment tu gères un peu cette dualité Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé aussi avec Skillshare et le fait de commencer à poster des élus, c'est aussi que je me suis rendu compte. Je pense que les comptes de motion ont beaucoup plus de difficultés à prendre de l'essor sur Instagram parce que généralement, en tant que motion, tu es appelé à animer des projets avec des DA qui sont extrêmement variées, différentes, et pas finalement, quand tu les regardes sur un feed Instagram, elles sont pas cohérentes entre elles, entre guillemets. Mhm. Euh, et en fait, le fait de poster de l'illustration avec un style particulier, mais ça marche sur Instagram. Donc je pense que c'est aussi une conséquence un peu finalement de ça, de m'être rendu compte que ça marchait et ça m'apportait des projets. Donc j'ai continué dans cette direction. C'est vrai que je pense que si j'avais juste continué à avoir un compte de motion pur, j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Et je trouve que c'est dommage en fait au final pour les motion designers parce que c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître en tout cas. Mhm. Donc oui, j'ai ce style. C'est un peu par hasard. Ok. Mais Encore une fois, je ne suis pas stratégique comme personne. ça rejoint un peu une question que Émilie le prêtre nous a posée sur Insta. Est-ce que toi, tu as peur de t'enfermer dans ce style-là ou tu vois ça plutôt comme une force? C'est une bonne question. En fait, je sais pas comment dire ça, mais je pense que peut-être moi, je vois beaucoup plus les variations dans mon style que les personnes extérieures. Et du coup, j'ai pas vraiment l'impression d'être enfermée en fait. Enfin, je sais pas, en ce moment, j'ai vraiment une passion glow, paillettes et dégradé que j'avais pas il y a 6 mois. Et du coup, en fait, pour moi, c'est déjà un renouvellement et un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, Mhm. graphique. Donc, j'ai pas vraiment l'impression de m'enfermer. En fait, c'est sûr que je vais rarement expérimenter en termes de style quand c'est des projets clients, parce que de toute façon, déjà, ils viennent avec des références de mon travail en disant on voudrait quelque chose comme ça. Donc, des fois, je leur propose des petites variations, mais je vais pas. Encore une fois, je suis une personne stressée, donc je vais pas tenter de faire des folies pour un projet client avec une deadline assez courte, parce que si ça marche pas, après, c'est un problème. Mais par contre, ouais, moi, je vais m'amuser plus à expérimenter dans mes projets perso ou pour les live Adobe où j'ai vraiment pas de contraintes, en fait. Ok. Donc, non, je me sens pas enfermée parce que j'ai la possibilité sur ce type de projet-là, des illus que je fais pour moi ou des trucs pour Adobe où je peux tenter des trucs, en fait. Ok. Donc, ça m'inquiète pas pour l'instant. Ok, cool. Cool, cool. Et ben justement, il y a Camille DFD aussi qui nous pose la question. Est-ce que tu sors des fois de ce style et à quel point pour les commandes pro? Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est que les pros viennent pour ça, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a un seul récemment où j'ai vraiment tenté quelque chose de différent. D'ailleurs, je crois que je vous en ai envoyé dans les références pour les visuels. Euh, C'était pour Topo Chico. Et en fait, je pense que ce qui a amené la variation de style, c'était parce que c'était une demande qui était assez spécifique. Dans le sens où ils voulaient que je fasse de l'illustration par-dessus de la photographie. Donc forcément, t'es obligé de réfléchir à une nouvelle manière d'intégrer tes illustrations à ça Mhm. euh, et de faire des propositions graphiques différentes. Donc moi, j'avais proposé plusieurs traitements. J'avais proposé juste vraiment de la photo pure et moi, je rajoute des éléments par-dessus. Ou alors, je redessine les personnages qu'il y avait sur les photos en contour brut, en fait, sur fond gris. Ok, Et ouais. après, je rajoute de la couleur après. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment une variation assez forte par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que c'était beaucoup d'aplats de couleurs avec des contours assez épais. Voilà, mais c'est vraiment un des rares sur lesquels je me suis permis de tenter des choses. Mais voilà, encore une fois, c'était parce qu'il y avait une demande spécifique en fait. Donc voilà. Et tu t'es autant amusé que sur d'autres projets. Ouais, c'était cool. Il y a beaucoup de doutes hein, dans mon processus créatif. Je suis remplie de doutes. Donc au début, ça m'a un peu paniquée parce que
parce que de toute façon, tout ce qui est nouveau en ILU me panique un peu, mais le fait de vraiment avoir ces bouts de photos intégrés, parce que en fait, c'était juste les vêtements des personnes que j'avais laissés en photo. Donc il a fallu que pour la première fois depuis des années, je retourne sur Photoshop pour faire du détourage au lasso d'éléments, chose que je n'avais pas fait depuis des années. Et puis rendre ça propre et tout, alors que c'est un travail de faire ça proprement, on va pas se mentir. C'est clair, c'est clair. Donc ouais, au début, les premiers croquis, j'étais pas hyper confiante. Bon, finalement, ça s'est bien passé, ils étaient très contents, mais ouais, un petit peu de doute au début toujours. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu as, via tes doutes, est-ce que tu as déjà refusé un projet? C'est Suzanne Weber qui demande ça. Refuser des projets parce que je me sens pas apte, oui, tout le temps. Ok. Ça, je pense que j'en refuse peut-être, je sais pas, un sur 4 ou 5 parce que ça me fait peur. Ah ouais, non, moi, c'est vraiment un problème récurrent dans ma vie. Mais parce que, en fait, souvent, c'est parce que aussi, c'est des projets longue durée. Moi, ce qui me fait peur, c'est les projets longue durée parce que j'ai peur que si ça se passe mal avec le ou la cliente ou que en fait, je suis pas capable de faire ce qu'il me demande. Ouais, ça me stresse. En fait, je pense que tout part d'une proposition de projet que j'avais eue une fois. C'était en novembre, je pense, et c'était une boîte qui était venue et qui m'avait dit ouais, on aura besoin de petites animations pour les réseaux sociaux, un truc tranquille, pour faire un spot thème Noël. Donc, deadline courte quand t'es en novembre. C'est clair. Et en fait, moi, je dis oui, ok. Ils ont dit, on adore ton style, on pense que ça fitterait parfaitement avec. Donc, figure-toi, mon style, à cette époque, je pense que c'était en 2021, c'était généralement, il y avait un élément sur fond de couleur en aplat. Genre, c'était le maximum que je faisais en termes de complexité. C'était vraiment, il y avait un élément animé, il y avait un truc et un fond de couleur. Ok. Et on commence à signer le NDA et tout, machin, les petits papiers. Et là, il m'envoie le storyboard. Et le truc, c'était un film d'animation de 1 minute 30 avec des plans en contre-plongée et en survol d'une ville avec des fenêtres allumées la nuit, la neige qui tombe, des vitrines illuminées avec des cadeaux de Noël partout, 6 caractères design différents. Oh, et là, il fait... Mais rien à voir. Mais je suis pas faite pour ça, les amis. Vous avez contacté la mauvaise personne. je ne sais pas faire de chara design. Genre, moi, je dessine un personnage une fois, après c'est fini, je peux pas le refaire dans une autre pose. je suis pas animatrice, c'est pas mon travail. Et en fait, j'étais paniquée. Et fondamentalement, c'était leur faute parce qu'ils m'avaient mal profilé, en fait. Mais moi, j'avais vraiment pris toute la responsabilité du truc en mode « Ah, mais je peux plus les lâcher maintenant parce que la deadline, elle est trop courte et tout. » Donc, j'ai passé 3 nuits horribles à paniquer là-dessus. Et finalement, je leur ai écrit un mail à rallonge en expliquant pourquoi je pensais que j'étais pas la bonne personne et que j'étais vraiment désolée pour la miscommunication et que voilà, et que je pense que pour leur propre intérêt, c'était beaucoup mieux de prendre quelqu'un d'autre que moi, et je m'excusais, et j'attendais la réponse en panique sur mon canapé, et il m'a juste répondu genre « Ah ok, pas de souci, au revoir ». Ok. Yes. Donc voilà. Mais en fait, du coup, ouais, moi, il y a des projets comme ça, juste avec le brief initial, où c'est genre ah, il nous faut 27 illustrations pour dans 3 mois. Ouais. Ça pue, quoi. Je sais que je suis pas capable. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont très rapides en illustration et très productifs. Et je sais que moi, je ne le suis pas. Et j'en suis consciente. Et donc, du coup, j'évite. J'évite les projets comme ça. Donc ça, c'est le refus parce que je me sens pas capable. Après, c'est con parce que tu vois, par exemple, j'aimerais énormément faire du vidéo mapping vraiment en tant que point central du truc. Enfin, j'en ai déjà fait un peu en tant qu'exec quand je faisais que du motion. Ouais. Mais j'aimerais bien concevoir vraiment un projet de vidéo mapping, et on m'en a déjà proposé 2 fois et j'ai paniqué, j'ai dit non. Ah non. Un jour, je vais y arriver. Un jour, je vais y arriver. Ça va venir. Ouais, c'est ça. On se croit adulte et professionnel, mais en fait... Mais qu'est-ce qui apporterait le déclic, tu penses?
Est-ce qu'il y a besoin d'un déclic au final ou même pas forcément? Je sais pas, je pense qu'il faut juste réussir à se jeter à l'eau et il faut être dans un bon espace mental aussi à ce moment-là parce que, enfin, moi je sais que, enfin, j'ai déjà fait pas mal de burn-out, de dépression, etc. Et je connais mes limites en fait en termes de stress accumulé. Je Ok. sais que les gros projets rush, c'est pas fait pour moi. Et en fait, du coup, les projets comme ça où le mapping, il y a tout un set de contraintes techniques que moi je connais pas nécessairement, donc c'est un apprentissage un peu sur le tas du coup avec la boîte avec qui tu le fais. Mhm. Et du coup ouais, ça c'est à prendre en compte et je pense que c'est cet aspect-là qui me stresse. Donc il faut juste que ça arrive dans un moment où j'ai pas d'autres contrats en cours et où je suis posée quoi. Je pense que c'est surtout ça. Ok, ok. Euh, ouais, toi, tu disais la première fois qu'on s'est vu aussi, tu t'es pas dans une vision tryhard du taf en général. T'es plus en mode, ouais, on prend les choses avec en chillant, tu vois, chill. Limite, tu parlais de flemme dans le bon sens du terme. Est-ce que tu peux, tu peux nous exposer un peu ta vision là-dessus? Euh, alors c'est pas nécessairement. En fait, j'aimerais être une personne chill. Je ne le suis pas. Ok. Je ne le suis pas. Si on demande à mon copain, il dira que je passe ma vie à travailler et qu'il faut que j'arrête. Néanmoins, nonobstant, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire en fait. C'est une malédiction familiale qui me vient du côté de mon grand-père et de mon père qui ont passé toute leur vie à tout donner dans le travail. Et c'est un schéma que j'ai pas envie de reproduire. En fait, je suis pas capable de faire le travail à moitié en fait. Moi, je mets toujours 100%, ça c'est sûr. Je suis hyper orientée détail, bien faire attention à tout. Je relis mes mails 15 fois, je fais mes exports 6 fois d'affilée pour être sûre que tout va bien. Donc quand je travaille, je le fais à 100%, mais je sais à quel point ça me draine. Et c'est pour ça que je parle de l'importance, quand on parle de ce sujet-là, d'avoir du temps pour soi. Euh, c'est marrant, je sais pas si à Motion, tu avais vu la table ronde qu'on avait fait avec Mathis, justement. Non, j'ai pas pu venir, ouais, Ah oui, malheureusement. c'est vrai qu'il n'y avait pas de replay en plus. Ah si, il y avait un replay, mais bon, bref. À un moment, il a parlé du fait que... Je veux pas mal représenter ces mots, donc je tiens à dire que je paraphrase ici. Ok. Mais on parlait de la difficulté des rythmes de travail, etc. Et en fait, il disait, oui, mais moi, je vois mon père et mon grand-père qui avaient des conditions de travail extrêmement difficiles. Et du coup, moi, quand ça va pas, je me dis, ouais, mais en même temps, ça pourrait être vraiment pire. Je me mets un coup de pied au cul et je me remets à travailler parce qu'en fait, ça va, c'est pas si pire. Encore une fois, je paraphrase. Mhm. Je veux pas mal représenter ce qu'il a dit, mais il me semble que le fond de son message, c'était ça. Ok. Euh, et en fait, moi, je suis pas d'accord. Et c'est rien contre lui, hein. De toute façon, on a le droit d'avoir des avis Ah qui oui, divergent. clairement. En fait, moi, ce que je pense, c'est que... et d'ailleurs, ça, c'est une conversation que j'ai eue avec mon père, qui a toujours énormément travaillé dans sa vie. Euh, et en fait, on se disait tous les deux, oui, les conditions matérielles physiques du travail étaient beaucoup plus dures avant. Enfin, mon grand-père, il était mineur, il a commencé à 13 ans. C'est sûr que sa vie, elle n'était pas fun. Il est mort d'un cancer du poumon à 62 ans, je pense. Clairement, ses conditions de travail, c'était de la merde. Néanmoins, je pense que avec l'automatisation de beaucoup de choses au travail, on se retrouve à être dans un rythme de travail, par contre, qui est exponentiel. Et mon père, c'est vrai que lui, par exemple, qui a vécu l'apparition des smartphones au travail, il regrette beaucoup l'époque où tu avais le droit à la déconnexion. Quand tu étais en congé, tu étais en congé. Il y avait personne qui venait t'envoyer un mail pour te dire de faire ça, de faire ci, de machin. Il y avait personne qui pouvait t'appeler à l'extérieur des horaires de travail parce qu'ils n'avaient pas le numéro de ta maison, en fait. Donc, ils ne pouvaient pas venir te harceler chez toi pour te demander des choses. Et il y avait beaucoup moins en fait de flicage de temps de travail. Les ouvriers, oui, c'était dur à l'usine, mais ils pouvaient prendre une petite pause à midi, puis la laisser traîner un peu, puis fêter l'anniversaire d'un collègue, etc. Enfin, tu vois. Ouais. Mais maintenant, on est tellement dans une productivité constante. Quand tu es au travail, il faut toujours être en train de bosser. Tu es vraiment surveillé par tes supérieurs, etc. Et du coup, je pense que en fait, oui, on n'a plus les mêmes difficultés au travail qu'avant,
Néanmoins, de nouvelles difficultés sont apparues avec le numérique, avec la Startup Nation. Et ces conditions, c'est celle du travail constant, de la non-déconnexion et d'un rythme de travail qui est exponentiel et qui est terrible à subir, en fait. Enfin, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes qui sont en burn-out dans le milieu du digital ou ces milieux-là. Parce que ça s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête jamais. Donc, je pense que c'est des conditions qu'il faut reconnaître quand même qui sont pas normales. Enfin, tu sais, il y a ce truc-là, le droit à la paresse. Je sais pas si tu vois. Pas vraiment. Ok, c'est Paul Lafargue, je crois. Alors, c'est vieux, hein, c'est en 1800, fin 1800. Ok. Mais en fait, il avait fait un manifeste social qui parlait de l'histoire de la valeur travail. Et en fait, il y a beaucoup d'économistes au moment de l'industrialisation et du machinisme, donc de l'automatisation dans les usines et tout, qui ont dit « Yes, trop cool, maintenant qu'on a automatisé plein de trucs, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir travailler moins. » Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. Donc, au fur et à mesure que la machine se perfectionne, elle abat le travail de l'homme de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et pourtant, au lieu de prolonger notre temps de repos, on se retrouve à travailler encore plus. Comme si on voulait... je crois que ce qu'il dit dans son livre, c'est comme si on voulait rivaliser avec la machine, en fait. Ok. Et tu vois, moi, je pense qu'il y a un truc comme ça dans le milieu du digital, là, avec l'arrivée des intelligences artificielles. Tout le monde trouve ça trop cool, en mode ah, mais ça va me permettre de travailler moins, ça va me permettre d'accélérer mon processus de travail, je vais plus avoir à faire les détourages à la main. Et en fait, non, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que les clients vont demander des deadlines plus courtes quand ils vont se rendre compte qu'on peut le faire plus vite. C'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une grande tirade sur le travail, mais tout ça pour dire que je pense que c'est important de séparer notre valeur en tant que créatif de notre productivité. Et c'est très dur à faire, mais c'est important pour notre santé mentale parce que... Moi, je reçois souvent des messages de personnes sur Instagram qui me disent comment t'as fait pour te lancer en freelance, je suis en boîte et je suis en burn-out et j'en peux plus. Et c'est vraiment fréquent et je pense que c'est difficile à admettre pour beaucoup de personnes. Voilà. Je ferme ma parenthèse anticapitaliste. Non, mais c'est intéressant ce parallèle entre le début de l'industrialisation et du coup les IA là, qui arrivent, même qui sont déjà là. Je trouve ça c'est un bon parallèle, en tout cas, qui est juste aussi. Et ça fait peur à tout le monde, mais au final, ça va s'intégrer très bien dans les process. Et puis, Ah, mais comme les caisses automatiques au supermarché, comme tout, mais je pense que ça va s'intégrer de la même manière que toutes les autres technologies, avec du bon et du mauvais, et voilà. Tu parlais dans un Adobe Live que si tu as envie de faire une sieste dans la journée, tu vas la faire, la sieste. Ouais. Et moi, je suis tellement team sieste aussi. Mais c'est la team sieste. Et voilà, il y a Franck aussi dans la team sieste. Ah, il y a aussi. Okay. Oui. Ah ouais, moi, 14h, 15h, c'est sieste, quoi. Mais en même temps, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me rends compte que je sais plus parler, mais en comparaison avec quand je travaillais sur place dans les boîtes au début de ma carrière, en fait, il y a des temps morts, il y a toujours des temps morts dans le travail. Et c'est OK de l'admettre. Je pense qu'on a beaucoup de mal en ce moment à admettre que des fois, on n'a rien à faire au travail. Il faut toujours avoir l'air productif. Mais au final, moi, ce que je trouve vraiment merveilleux quand on travaille depuis la maison, c'est que quand on sent qu'on a un coup de mou et qu'on patine dans la semoule un peu devant notre ordi et qu'on n'arrive pas à faire un truc, mais on peut juste se lever, prendre une demi-heure, aller faire autre chose. Et moi, généralement, quand je reviens, en fait, ça s'est débloqué. Je vois tout de suite la solution, en fait, parce que je suis partie devant mon écran et quand il y a un design qui me plaît pas et je sais pas pourquoi et je m'obstine dessus et tout, il suffit des fois de se lever, d'aller faire un truc dehors 20 minutes, tu reviens et t'es là, ah mais oui, c'est ça, c'est évident. Clairement. Mais, donc oui, sieste. Clairement, mais il y a ce truc de la nuit porte conseil, mais la sieste aussi de fou. Quoi. La sieste aussi, c'est une nuit qui porte conseil en accéléré. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant sur ce truc de l'air avoir toujours l'air productif. J'avais vu, je sais plus si c'est un Reels ou un TikTok où il disait
si tu veux avoir l'air occupé et productif, ben, tu marches vite, tu sais, dans le bureau ou quoi. Oui, Tu fais mais le gars attends, très, très pressé et tout. mais mon papa dit toujours ça. Il dit les personnes qui font le moins de choses en entreprise, parce que lui, du coup, là, il vient de passer à la retraite quasiment, mais Ok. du coup, il a bien fait 40 ans en entreprise. Les personnes qui en font le moins sont souvent celles qui courent d'un bureau à l'autre avec une pile de papier sous le bras. C'est ça. Et ils ont toujours l'air hyper pressés. Et en fait, ils font jamais rien. Clairement, clairement, clairement. Et c'est Abusé. terrible. C'est C'est terrible. terrible. Du coup, ouais, on parlait de pas forcément tryhard. Toi, du coup, à côté, tu fais du crochet. Toi, t'en as parlé un petit peu. Du roller aussi. Ouais, ouais. Dans une description de poste, j'ai vu que tu t'aimais bien aussi le jardinage et Oui, pousser la fonte à la salle. pousser de la grosse fonte. Alors ça, c'est une découverte récente, hein. J'ai un set de hobbies qui est tellement diversifié. Mais c'est ça, c'est clair. J'ai la partie mamie crochet, tu vois, et la partie soulever de la fonte à la salle. Mais ça me fait beaucoup rire. En fait, c'est parce que mon copain est pompier et c'est venu de nulle part, ça, hein. En fait, j'ai toujours trouvé ça fascinant dans les films et les séries, les mecs qui sont à la salle et puis qui font des ouf comme ça, là, tu sais, qui poussent en faisant des bruits et tout. Et du coup, une fois, je lui ai dit, vas-y, emmène-moi, je veux voir, je veux rigoler. Et en fait, c'est super cool. En fait, je me suis complètement fait avoir. Je, je veux pas en parler très longtemps, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc en tant que femme où on est sociabilisé depuis qu'on est petite à pas projeter notre force et utiliser notre corps de manière explosive ou violente. Je crois que c'était dans les couilles sur la table, ils avaient fait un épisode sur le sport. Je dévie complètement, je suis désolée. Ah non, il n'y a pas de souci. Ils avaient fait un épisode sur le sport où ils expliquaient ça et ils disaient, je crois que c'était marrant, ça se voyait aussi en manif. Les gens qui jettent des choses en manif, c'est toujours des hommes, c'est très rarement des femmes. Parce que nous, en fait, c'est même pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est qu'on n'a jamais lancé un truc fort de notre vie, tu vois. On n'a jamais fait ça. Et en fait, aller à la salle, déjà, je pense que c'est super bien pour toutes les personnes qui passent 8 heures sur leur siège de bureau. Je le recommande chaudement à tout le monde parce que j'ai beaucoup moins mal au dos maintenant. Mais en fait, c'est super chouette parce que moi, j'ai juste découvert des trucs que j'étais capable de faire et je pensais que j'étais incapable, genre faire des tractions ou des pompes. Mon mec me disait, mais si, t'en es capable, t'as tout à fait la force. Et j'étais genre, non, 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 je suis pas capable. Et en fait, c'est juste un blocage mental. Ouais. Complètement. Et en fait, maintenant, je suis en train de créer une armée de femmes qui vont à la salle. Trop bien. Et Trop bien. je les recrute une à une. Et maintenant, j'ai plein de potes qui vont à la salle de sport. Et je trouve ça trop cool. Voilà, c'était mon petit instant musculation. Non, mais en plus, on parlait de stress aussi. Peut-être c'est un moyen aussi d'évacuer tout ce Ouais. stress-là. Bah C'est... ouais, ça aide. Et puis, enfin, c'est con. Moi, je sais pas toi, mais moi, je détestais le sport quand j'étais jeune, en fait. Et je pense que c'est beaucoup le truc du lycée où tu fais des sports co et des fois, t'es choisi en dernier. Et puis, en fait, c'est nul. Et puis, tu cours et puis t'as mal à la gorge et tout. Et en fait, c'est juste une histoire de trouver le sport qui, toi, te plaît et qui te permet de faire le truc des endorphines sans être en PLS parce que t'as couru et que t'arrives plus à respirer. Exactement. Moi, par exemple, je déteste courir. Et en fait, ça, c'est un sport qui me plaît. Et j'encourage tout le monde à trouver un sport qui lui plaît parce que ça fait une bonne coupure. Moi, j'y vais tous les matins et ça m'aide vraiment à travailler après dans la journée d'avoir fait ça. Ok. Ça réveille. Ouais. Ah oui, ça, c'est clair que Ouais. après, t'es bien gainé, bien éveillé et tout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Et le roller aussi, là, du coup, avec Ouais. les beaux jours qui reviennent, je pense que ça va se faire pas mal. Ouais. Bah après, moi, j'ai une petite tolérance à la chaleur, donc ma fenêtre roller en extérieur, elle est assez limitée. Ah, Là, ok. ça commence à être trop pour moi, tu vois. Mais non, c'est marrant, le roller. Et en fait, il y a tout un gang d'illustratrices qui s'y est mis un peu en même temps, là. Il y a Clémence Gouilly, il y a About Evie, Alice du Futur, Alice Death, enfin, tout ce gang-là, on s'est un peu remis à faire du roller en même temps. Et ouais, c'est super chouette de faire un sport un peu tous ensemble, en fait, comme ça. Donc, ouais. Roller aussi, je recommande. Parce que tu parlais tout à l'heure de blocage mental, et il me semble que j'avais vu je sais plus si c'était dans une de tes stories ou dans un de tes reels, où ouais, tu prends un half pipe ou un truc comme ça, et Ouais. tu dis en mode, euh,
ouais, je pense que c'est plus facile de commencer quand t'es plus jeune parce que Ouais. t'as pas peur du danger, genre t'as pas peur de te faire mal ou des choses comme ça. Franchement, c'est ouf. Moi, je me souviens tout ce que je faisais quand j'étais petite. Je grimpais dans des arbres de manière complètement stupide, genre à 10 mètres de haut, genre je sautais depuis des falaises, je faisais des attractions complètement stupides dans les parcs d'attractions. Et ouais, vraiment, faut capitaliser sur cette inconscience totale de sa propre mortalité quand t'es jeune. Parce un jour, elle disparaît et après, c'est pas facile de descendre une petite rampe de 80 centimètres, 1 mètre de haut. C'est clair. Ouais, c'est ça, c'est un combat mental contre ton instinct d'autopréservation. Moi, j'avais ce truc-là pour les grands 8, genre. Ouais. Parce que près de chez moi, à Strasbourg, il y a Europa Park, qui est Mhm. un grand parc d'attractions aussi. Et moi, j'ai hyper le vertige, tu vois. C'est un truc de fou. Et, euh, et j'y allais à reculons, tu vois. J'y allais vraiment à reculons dans les trucs et Ouais, pour montrer à mes potes, ouais, c'est ça. t'inquiète, je le fais, tu vois. Pression sociale. Ouais, et bah tu vois, exactement. Et, euh, et j'ai toujours reculé ce passage au truc, à l'acte, tu vois, Mhm. monter dans le Ouais, siège, y rester et s'attacher et tout ça. ouais, Et effectivement, je pense que enfin, plus tu remets à plus tard et plus, enfin, la peur va pas s'évanouir comme ça par magie, tu vois. Et il faut ouais, se lancer à un moment ouais. donné et puis, Mais moi, j'ai une amie qui est très comme moi, un peu mamie dans la vie de tous les jours. Genre, elle a peur de glisser dans la douche, tu vois, et de mourir, tu vois, ce genre de... Et par contre, elle fait du roller et elle descend dans des bols de 2 mètres de ah profondeur, ouais, enfin, en faisant des trucs de fou. Et je lui dis, mais je comprends pas. Et elle m'a dit, en fait, il faut éteindre le cerveau. Genre, faut se forcer à arrêter de réfléchir parce qu'effectivement, si tu commences à réfléchir, à dire, ouais, mais c'est haut, et puis si je mettais le pied devant et après je glisse et je tombe et je machin, en fait, c'est fini. C'est fini. Et effectivement, plus tu repousses, plus ça marche pas. Mais moi, cette rampe-là, dans cette fameuse story, j'y étais restée une demi-heure devant avant de le faire. ah Hein. ouais, Et une fois que t'es descendu, en fait, t'es là genre, ah, je suis pas morte. Et après, tu remontes et tu le refais, tu fais, ah ouais, c'est cool, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça rejoint un peu ce truc de ouais, sortir de ta zone de confort et puis Ouais, oser, quoi, un petit peu. ouais, ouais. Mais c'est un peu ça aussi, hein, je pense, finalement, au niveau créa, effectivement. Une fois que t'as réussi à faire le premier pas, ça va. Mais il faut réussir à le faire. Cool, bah top, merci beaucoup. Est-ce que t'as des projets là qui vont sortir prochainement sur lesquels tu peux nous dire quelques mots? Du coup, il y a les effets Euh, oubliés qui sortent à la fin du mois oui, aussi. à la fin du mois. Et puis là, je suis en grande pause projet client car je travaille sur mon prochain cours Skillshare. Ok, trop bien. Donc ça, c'est un travail assez monumental à chaque fois. Hein. Ça me fait peur de le commencer en fait à chaque fois parce que je sais ce qui m'attend parce que je fais tout, le script, les tests, l'impression écran, les filmer, l'audio, le montage, les Ah écrans oui, titres. Donc ok, ouais, c'est beaucoup de travail, mais je suis enthousiaste sur le sujet. Ça va parler des calques 3D, trop de bien. faire des petits effets de parallaxe, un peu comme je fais sur pas mal de mes illustrations animées. Donc voilà, j'espère le sortir à la rentrée, à l'automne. Je ne promets rien. Mais voilà, c'est mon grand projet de l'été. Ok, cool. Ouais, donc 2-3 mois de taf Ouais, ouais. pour un cours qui dure combien? 2-3 heures Ah, j'essaie de me limiter parce que le dernier, il a duré. Je crois que le plus long que j'ai fait, c'était 3h30. Et franchement, never again. Je veux pas m'écouter parler comme ça. T'imagines le nombre de rushs où tu t'écoutes dire les mêmes phrases et tout ça pour faire L'horreur. 3h30 de contenu. Ouais, Moi, je ouais. peux plus. Psychologiquement, je peux plus. Là, je vais essayer de rester à 1 heure. Ok, Un petit express, un petit sujet spécifique. Voilà. ok, ok. On va faire ce qu'on peut. Ouais, ouais, se monter, ça doit être, ça doit être un exercice spécial aussi. Moi, je sais que les podcasts, je veux pas les monter. Ouais. C'est hors de question, tu vois, Oui, je veux mais pas tu as entendre ma tout voix. à fait raison. Tu as tout à fait raison. Parce qu'en plus, tu découvres tous les tics de langage que tu as, Ah, tous les mots que tu n'arrives pas à bien prononcer. Puis en plus, tu les répètes souvent parce que c'est le même thème. Donc après, tu obsèdes dessus. C'est horrible. ah, yes, yes, mon Dieu. Ok, donc cours Skillshare pour la Ouais, rentrée ouais, ou septembre-octobre. Coolos. c'est ça. Et quelque chose d'autre
en cours ou... Non, C'est non, là, déjà j'ai pas mal, vraiment hein, fait. au final. Ouais, non, mais j'ai fait un gros projet en début d'année qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a assuré la moitié de mon année financièrement. Donc là, vraiment, je concentre sur Skillshare du coup. Donc, Trop cool. Oui, voilà. ça fait aussi en plus un revenu passif qui Ouais, est c'est tout au ça. long de l'année, donc c'est intéressant aussi. Ouais, Trop bien. c'est chouette. Est-ce que tu peux nous partager une œuvre qui t'aurait inspiré ou qui t'aurait donné envie de faire ce que tu fais, que ce soit ancien ou récent, peu importe? Euh, Alors, j'ai fait des petites recherches pour cette question parce que je sais jamais quoi répondre. En fait, c'est parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'invités, quand on leur pose ces questions, ils ont des références hyper précises, hyper machin, d'art vraiment incroyable pour ce qui les a inspirés. Moi, je suis désolée, ça va être hyper basique, mais c'est comme ça. Moi, quand j'étais gamine, c'était Miyazaki. Ok. Et c'était Miyazaki parce que au final, ça fait énormément de sens par rapport à ce que je fais aujourd'hui. C'était pour ce qui n'existe pas ou beaucoup moins dans l'animation occidentale, l'attention qu'ils ont à laisser des moments de flottement dans leurs films, les studios Ghibli, où ils s'attardent sur des détails, sur des fleurs, sur un plan de forêt, sur des nuages qui passent dans le ciel, et juste il se passe rien pendant 4-5 secondes, et t'as ce mouvement de flottement, il est en mouvement, et il est là, et il est juste là pour te montrer l'environnement, et pas pour faire avancer l'histoire. Et moi, c'est ces petits trucs-là qui m'intéressent. Et je pense que c'est ce qui s'est transposé pas mal dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, Ouais, voilà. carrément. Quand tu le décris comme ça, ouais, c'est Euh, clair. C'est clair. Voilà, c'est ça. Ça fait du sens dans ma tête en tout cas. Et sinon, moi, je voulais juste faire une petite recommandation compte Instagram. Ouais, vas-y. Il faudra que je te les donne à l'écrit parce que malheureusement, c'est une personne russe. Alors, je Ah, suis pas sûre de prononcer son nom correctement. Je yes. pense que c'est Yek Yours, qui fait de l'illustration. Et la seule manière dont je peux décrire ça, faut imaginer un crossover entre Alphonse Mucha, ou Mucha en français, je pense qu'on dit en français, donc Art Nouveau, et je sais pas si tu vois Fantasia de Disney, des années Ah oui, oui, 90 oui, là. oui, totalement, totalement. Ok, Fantasia, la partie sur la symphonie pastorale numéro 6, où c'est genre je crois que c'est des centaures, et puis il y a plein de paillettes et de couleurs un peu psychédéliques là. Yes, Voilà, yes, yes. crossover Alphonse Mucha et ça sur vieille VHS, c'est incroyable comme style d'illustration. Donc je t'enverrai la référence. Et sinon, c'est un autre truc que je voulais mentionner, c'était qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est Rapapon, je pense. C'est un studio d'animation qui est espagnol. Et en fait, ils font de l'expérimentation beaucoup en ce moment avec le fait d'imprimer chaque frame de leur animation en réseau et après, ils les rescannent. Ok, Et ça d'accord. fait une texture incroyable. J'adore. Ok. Je suis passionnée de ça en ce moment parce que c'est vraiment, ça crée des dégradés, des décalages qui sont hyper durs à reproduire sur ordi. Et en fait, c'est génial. J'adore. Le mix imprimé anime 20 sur 20. Trop bien. Euh, la question d'après, ouais, c'est quelle est ta boisson apéritive préférée, favorite? J'ai depuis longtemps laissé derrière moi la période de ma vie alcool fort. Donc ça va pas être Non, c'est incroyable bien. comme réponse. Mais j'ai fait trop de soirées sur les quais parisiens pour supporter encore l'odeur de la vodka ou du whisky. Ouais, tu En m'étonnes. ce moment, je suis très vibe cidre de poire. Voilà. Ah, cidre de poire, ok. Ouais, Je savais même pas que ça existait, tu sais quoi. Non, mais c'est c'est important. incroyable. Ouais, C'est génial. ok. Ouais, là, bah, du coup, vu que je suis au Canada, là, il n'y a pas énormément de trucs, bah, forcément au sirop d'érable, où il y a Ouais. les vins de glace aussi, des Ouais, les trucs comme ça. cidres de glace et tout, ouais. C'est C'est incroyable, pas ça. mal ça. Ouais, c'est Ouais, fou. ouais, c'est très cool. Moi, j'aimais beaucoup. Ah, tu m'étonnes, trop bon. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Alors, j'avais fait une très longue liste, mais je vais me calmer. Moi, je vous propose d'inviter Marine de Becoming a Morning Person sur Instagram, Ok. qui fait de l'animation sur Procreate, je pense. Elle a un style, on dirait presque que ça a été fait sur du papier et avec, je sais pas si tu vois les feux
les feutres qu'on avait quand on était gamin, où on pouvait souffler. Les et ça faisait blow-pen. Ah oui. Voilà, ça. Ouais. Voilà, c'est ça, mais en digital, et elle fait de l'animation, il y a des fleurs, il y a des petites choses méditatives, tout ce que j'aime. Ok. Elle a un style incroyable, c'est une très belle personne, on adore parler politique ensemble en DM. Voilà, donc moi je vous propose d'inviter Marine. Ok, cool, trop bien. Merci beaucoup pour la suggestion. Moi, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas. Est-ce qu'elle fait partie du Discord d'illustratrices, de celles qui viennent pousser la fonte avec toi? Non, mais en plus, c'est un peu externe à ça. On a commencé à toutes se parler avec elle, mais c'est vrai qu'il faut qu'on l'invite sur le Discord. D'ailleurs, je l'ai toujours pas invitée, je vais lui proposer. Je vais faire ça juste après. Mais en plus, non, elle a un parcours intéressant parce que je crois qu'elle n'a pas fait des études de design ou d'illustration à proprement parler. Elle avait vraiment fait autre chose et je pense même qu'elle était en train d'écrire une thèse ou un truc comme ça. Ok, ah ouais. Ouais, donc et elle faisait ça à côté. Enfin bon, bref. Ça peut être intéressant. Fascinée par tant de motivation dans plein de domaines différents. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien, pour tout ce partage que tu nous as fait sur tes méthodes de travail et tout ça, sur la vie, etc. C'était trop cool, trop intéressant. Merci énormément. Mais merci énormément à toi, puis à toute l'équipe. C'est super chouette. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, on mettra tous les liens qu'on a évoqués là dans le live, dans la description pour les curieux et puis ceux et celles qui veulent aller checker ton travail. Ouais. Et puis, je t'enverrai de toute façon toutes mes petites références pour qu'on puisse aller voir les comptes Instagram. Yes, merci beaucoup. Donc, merci encore beaucoup et puis à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invitée de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite!